Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Vous écoutez tout de suite l'émission On en parle à Taïwan. Merci à ceux qui nous rejoignent sur les ondes courtes. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode dont on en parle à Taïwan, notre rendez-vous dominical, le talk show entre les animateurs de la radio. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet, de Sasa et de Florian Dai. Et cette semaine, nous allons parler donc de 3 sujets d'actualité qui nous ont chacun marqué d'une manière différente, je suppose. Et je le dis pourquoi, parce que j'ai déjà présenté mon sujet, c'est que moi je vais parler un petit peu encore un petit peu des tendances ou des faits divers de l'internet. Et cette semaine, ça sera notamment en lien avec le candidat à l'élection présidentielle, Terrigo. Alors de mon côté, je vais un peu plomber le sujet, l'ambiance peut-être, avec un sujet sur la santé mentale des jeunes lycéens et leur stress en fait à Taïwan. Et moi, je vais à moitié relever l'ambiance, mais pas vraiment, parce qu'on va parler de mariage, et surtout d'une photo de mariage, mais j'ai dit à moitié parce que cette photo a été prise devant une décharge donc d'ordures. Donc ça va être aussi un petit peu un sujet un peu lié à l'internet au final, parce que ça a été très viral sur internet. C'est ça. Ouais. Et moi aussi d'ailleurs, tu vas voir. Donc ça va être internet, voilà. C'est le sujet, la thématique générale de cette semaine. On ne s'est pas concerté, on vous promet les auditeurs, mais voilà, ça va être un peu la thématique. Je vais commencer par mon sujet, si ça vous dérange pas. Oui, je te sens très chaud là pour je ton suis sujet. chaud, et ça m'a vraiment perturbé cette histoire de Terrigo et de sa campagne présidentielle, avec encore un truc. Alors, il y a une semaine, c'était un petit peu l'alpaga dont je vous avais parlé déjà dans On en parle à Taïwan. Oui, l'alpaga en revanche, c'était au KMT. Voilà, c'est KMT, alors il n'y avait pas Terrigo, ouais, mais voilà, il y avait déjà une mauvaise communication où ils croyaient vraiment qu'ils avaient fait le buzz et tout, et en fait, ils se sont rendus compte après que ça c'était pas forcément ce qu'ils attendaient. Voilà, et donc là pour cette fois, donc c'est Terrigo qui s'y colle avec une vidéo qui apparemment, je viens de vérifier, a été retirée de TikTok, mais bon peut-être que j'ai mal cherché, où en fait il avait fait une campagne, il a fait 2 vidéos différentes, une avec dans laquelle il balance des tables au sol, je sais pas, il fait un peu du catch avec les tables, je sais pas ce qui s'est passé avec une dame. Il est pas content peut-être parce qu'il est pas assez haut dans les sondages. Non, c'est juste c'est un peu voilà, qui lance la table le plus fort. J'ai pas très bien compris la thématique. Et après il commence avec la chanson dont je vais vous expliquer un petit peu l'origine, qui est très drôle parce qu'en fait ça a été repris par les internautes taïwanais en disant ouais, t'as pris une chanson chinoise là, mon gars, tu pourrais pas faire au moins un truc qui vient de Taïwan quoi, au niveau de la trend. Bon, bref. Je voudrais juste quand même préciser pour les auditeurs, parce que c'est pas forcément évident, que Terrigo en fait c'est un candidat indépendant et qui est très connu à Taïwan parce que c'est le fondateur de Foxconn. Exactement. Et Foxconn qui est l'un des principaux fabricants de iPhone voilà. Et qui a beaucoup d'usines en Chine d'ailleurs. Voilà, qui a des usines en Chine, mais maintenant c'est même beaucoup plus diversifié. Et donc oui. voilà, et pour la chanson en fait au final, donc Terrigo a toujours des manières de communication assez proches au final. On pourrait comparer peut-être un petit peu à Trump à l'international ou à Mélenchon en France. Vraiment. C'est pas pareil que Trump quand même, mais. Non, si. Au niveau des techniques de communication, si. C'est toujours essayer de vouloir faire le plus de vues plus qu'avoir un vrai fond. Mais au niveau du contenu, c'est quand même assez divergent. Ouais, mais on parle pas de fond, justement. D'accord. On parle de forme. Et donc c'est vraiment des gens qui cherchent à faire c'est vraiment des communicants et qui ont vraiment des techniques de campagne parfois limite au niveau éthique, mais bon, qui utilisent quand même tout ce qu'il faut pour essayer d'être au devant de la scène tous les jours, toutes les semaines, de manière récurrente. Et donc cette fois-ci, Terrigo a trouvé un truc très amusant. Il a vu un petit clip sur Douyin ou TikTok, peut-être l'un ou l'autre, et le clip la musique est très très populaire et très reprise sur les 2 réseaux. Donc je rappelle, Douyin c'est la version chinoise de TikTok et TikTok la version internationale. Et donc sur les 2, la musique est devenue très très populaire et ça donne ça.
我姓郭，歌我郭，留下不败的传说，一生不败的洒脱，万众膜拜称大哥。我姓郭，话不多，犹如猛虎。Voilà, donc l'auteur de cette chanson est un Chinois en Chine continentale et qui s'est amusé à faire une musique comme ça sur les 100 noms de famille les plus connus de Chine. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les Pai Xing. Ce sont les noms de famille les plus utilisés, les plus courants en Chine. Et donc cette chanson-là, celle dont on vient d'entendre, c'est la version Guo. Celle qui est la plus populaire, c'est Wo Xing Shi, qui est vraiment devenue extrêmement virale, qui a été repris partout. Je vous la mets pas, mais bon, voilà, c'est le même principe, c'est le même modèle musical. Et donc Terrigo s'est inspiré de ça pour faire sa propre musique. Et il a fait donc 2 vidéos, celle dont je vous ai parlé, où il renverse les tables avec une dame, je sais pas qui c'est personnellement, j'ai pas fait de recherche, je suis désolé, j'aurais dû faire la recherche sur cette partie-là, mais donc avec une dame qui l'appelle Didi, petit frère. Et donc je sais pas si c'est vraiment sa sœur ou quelqu'un d'autre. C'est probablement quelqu'un d'un peu plus âgé que lui. Ça c'est sûr, mais je sais pas si c'est vraiment sa sœur. Pour la viralité c'est possible. Ouais, je sais pas. Ok. Ouais, je sais pas. Dans le contexte, c'est pas clair et j'ai pas fait les recherches. Donc voilà. Mais c'est pas le plus important dans ce que je voulais expliquer, c'est que donc il a refait une autre vidéo et là cette fois-ci c'est sûr avec sa fille. Et donc sa fille se fait arrêter par un mec dans la rue. Ouais, ça fait déjà plusieurs fois que je vous rencontre. À chaque fois, je lui dis de sortir, mais il veut pas sortir, etc. Et donc ça donne la vidéo que là, enfin, c'est une vidéo, mais bon, le son que vous allez entendre là, où il dit, vas-y, dis à ton père de sortir. Et là, tout d'un coup, Terrigo en héros arrive sur la vidéo et dit, qui a dit ça? 谁说的？我姓郭，歌我郭，霸道总裁的传说。我姓郭，没人赚的比我多。我姓郭，犹如猛虎下山坡。我姓郭，带你赚钱不啰嗦。我姓郭，哥的名号记心窝。我姓郭，一生辉煌。我姓郭，郭不惧飞风沙，郭众人。Voilà, donc à peu près la version, hein, c'est à peu près le même principe. Hein, on voit bien la connotation à cette musique qui vient de Chine à la base. Et donc, ce qui est intéressant, bon déjà, c'est les paroles. Hein, en gros, personne ne gagne plus d'argent que moi. Je suis le tigre qui descend de la montagne. Vraiment des allégories ultra, glorifiantes sur sa personne quand même. Alors que c'est lui qui chante la chanson. Hein. C'est ça qui est quand même assez intéressant sur l'histoire. Et il y a aussi donc cette partie, la réaction des internautes, et dans cette partie, tout le monde a vraiment descendu Hugo en disant c'est pas possible de faire des chansons avec des musiques venant de Chine, tu peux pas faire autre chose, voilà, t'as pas de créativité, et ça fait partie en fait, toute cette partie, c'est une série en fait de vidéos qui postent régulièrement sur les réseaux sociaux, peut-être toutes les semaines, même voire plus. Et il est très actif de toute façon en général, et bon, à force d'être actif, il finit par faire polémique forcément. En fait, c'est intéressant parce que là, du coup, j'ai regardé la vidéo et au niveau qualité, c'est nul en fait. Enfin, je veux dire, je suis désolée, mais c'est vraiment étonnant pour quand même un milliardaire de faire des vidéos comme campagne présidentielle, qui soient pas de qualité, alors que par exemple un candidat qui marche bien actuellement selon les sondages auprès de la jeunesse, c'est Ke Wen-je, et lui il se base beaucoup sur les vidéos YouTube, etc. Et alors ces vidéos, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, mais elles sont vraiment elles sont vraiment très travaillées par des communicants, etc. Il y a le décor derrière, le ton de la voix, alors que là, il n'y a même pas de décor derrière, quoi. C'est filmé n'importe où. Et c'est sur le bureau de campagne. Il y a la représentation de Terrigo en silhouette. Mm-hmm. Voilà, enfin bon. Mais ce qui est intéressant aussi à voir là-dedans, c'est que on se rapproche, je le répète, quand même beaucoup de techniques de communication de Trump, dans le sens où c'est la viralité, le contenu et le fond est vraiment, là on le voit bien, complètement bafoué, complètement oublié. Et le but c'est vraiment de faire parler de soi plus qu'autre chose. Voilà. Faut que le nom reste plus que ce qui est dit. Voilà. Et donc l'argument c'est je suis riche donc
je suis riche, je suis le meilleur, c'est moi le meilleur, votez pour moi, quoi. Donc il a un ego qui fait 3 fois sa taille. Voilà, mais je suis même pas sûr que ce soit une question d'ego. Il le fait comme ça parce que il reprend l'ego de Trump. Hein. Enfin, pour moi, c'est encore c'est du copier-coller. C'est même sur l'attitude, etc. Et il se dit en refaisant du Trump, mais c'est pas le premier candidat à Taïwan à faire ça. Hein. On se souvient de Han Kuo-yu, pendant la dernière campagne présidentielle, et il le copie sans le comprendre en fait, sans comprendre le personnage, sans jamais l'avoir étudié ni rien. Et donc ça fait du truc très superficiel et très mal copié, et très mal, sans avoir vraiment essayé de comprendre pourquoi Trump avait marché à la campagne présidentielle américaine, ni avoir mis en contexte quoi que ce soit. Voilà. Mais je voulais vous mettre un petit peu le doigt sur ce petit truc comme ça, parce que c'était quand même très marrant la vidéo. Voilà, je voulais juste partager cette petite anecdote avec vous. Oui, je suis pas sûre que ça va l'aider à remonter dans les sondages, parce que pour l'instant, il est le dernier, je crois. Moins de 10%, il me semble, d'intention de vote. Oui, selon le dernier sondage de TVBS, ouais, c'est pas, on est à 8-9 de souvenirs. Voilà. Ok, alors du coup, c'est une très bonne transition pour mon sujet, parce qu'on va parler notamment d'estime de soi. Donc Terry Go, comme on l'a vu, il a une très très grande estime de soi, ce qui n'est pas le cas de tous les adolescents. En tout cas, c'est ce qu'il affiche, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe quand il est tout seul. C'est vrai. Parce que pour beaucoup de personnes, en fait, il y a aussi un grand décalage entre l'image qu'on montre de soi sur les réseaux sociaux et comment on se sent après quand on est tout seul. Voilà, tu es dans le cœur du sujet là, Floriane, sans le savoir. Alors en fait, je vais parler d'une enquête de la fondation John Tong, qui est spécialisée dans les sujets de santé publique. Et donc c'était une enquête sur la santé mentale des jeunes à Taïwan, menée avec 1700 questionnaires dans des lycées professionnels de civils à Taïwan. Et donc déjà, les résultats montrent qu'il y a quand même un jeune sur 4, apparemment, en tout cas parmi les personnes interrogées, qui serait instable psychologiquement. Et ils estiment qu'il y en a à peu près 14% qui ont des problèmes psychologiques assez graves qui nécessiteraient de se faire aider par un professionnel. Et donc cette enquête, elle voulait surtout voir quels étaient les facteurs de pression chez les jeunes à Taïwan. Alors sans surprise, le premier facteur de pression, c'est les examens, tout ce qui est pression scolaire. Le deuxième facteur de pression, d'après ce sondage, c'est les incertitudes quant au futur. Et le troisième facteur, c'est l'apparence physique. Et en fait, ce facteur est en augmentation par rapport à la dernière enquête. Et d'ailleurs, j'allais dire, malgré les uniformes, parce que c'est vrai qu'à Taïwan, il y a des uniformes. Et malgré le fait qu'il y ait des uniformes pour les adolescents, l'apparence physique, ça reste quand même quelque chose d'assez important. Et selon l'enquête, c'est quelque chose qui compte davantage pour les filles que pour les garçons. Et donc, dans un article de la presse taïwanaise, ils parlaient de cette étude, ils ont interviewé un pédiatre sur ce point-là. Et donc, ce pédiatre pense que ça pourrait s'expliquer par l'influence des réseaux sociaux chez les jeunes, notamment avec le Covid. En fait, ils ont eu les cours en ligne et du coup, ils sont de plus en plus sur Internet, aussi sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, en fait, il y a la tendance à toujours vouloir plus de likes, de juger sa propre estime de soi en fonction des likes ou des commentaires qu'on reçoit. Il y a aussi les filtres qui subliment les photos. Enfin voilà, il faut toujours avoir une belle image de soi sur les réseaux sociaux. Et du coup, quand il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux, si on n'a pas assez de likes ou quoi, ça peut parfois, pour certains adolescents, entraîner un sentiment de rejet, en fait, de la part des autres. Et donc, pour terminer sur cette étude, parce qu'après, je voudrais vous parler un petit peu de la comparaison avec la France, apparemment, donc, il y a seulement 13% des personnes interrogées qui, en cas de problème psychologique, vont chercher de l'aide. Et les autres n'en parlent pas plutôt parce qu'ils ont peur que leurs proches s'inquiètent pour eux, ou alors ils n'arrivent tout simplement pas à en parler. Et donc, je fais un peu le parallèle avec la France parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes de santé mentale. J'en avais déjà parlé, je crois, dans un autre, on en parle à Taïwan. Oui, c'est le cas, oui. Ouais. Et donc, je suis tombée sur une étude très intéressante, même si elle date de 2015.
mais c'est des universitaires qui ont publié dans la revue Érudit, donc une étude vraiment sur la pression en milieu scolaire en France. Et il y a quand même une grande différence par rapport à l'étude de Taïwan. C'est qu'en France, l'une des premières sources de stress au lycée et au collège, c'est le harcèlement, le racket, les agressions, que ce soit en fait au sein de l'école entre élèves ou alors sur le chemin de l'école. Alors c'est vrai qu'à Taïwan, on se sent plutôt en sécurité quand on rentre de l'école. Je pense qu'il y aurait plus de harcèlement verbal que physique en général à Taïwan. Mais sur les réseaux sociaux, il peut y avoir quand même pas mal de harcèlement. Je suis pas convaincu, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent, même au sein des groupes scolaires, des physiques aussi, à Taïwan, dont on parle pas trop. Mais si, il y a quand même de souvenirs. Moi, je me souviens juste des témoignages, par exemple, de ma femme, qui me disait que c'était fréquent, que les gens qui se faisaient embêter dans les toilettes. Le truc basique comme on voit même dans les mangas ou dans les films asiatiques, ça c'est assez fréquent et c'est pas qu'une légende quoi. Alors du coup effectivement pour moi ça me semblait bizarre quand même qu'il y ait pas vraiment ce facteur de stress là à Taïwan, donc je me demandais si c'est peut-être un des biais du questionnaire ou alors si c'est tout simplement pas un facteur de stress très important en fait, qui vient beaucoup plus derrière les autres, ce qui est possible aussi. Apparemment, en France, il y a aussi beaucoup de stress qui est dû au comportement des professeurs, parce qu'en fait, en France, souvent les professeurs ont tendance à faire plutôt des commentaires négatifs et pas à féliciter les élèves quand ils font quelque chose de bien. Mais c'est vrai qu'à Taïwan, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que la pression scolaire est quand même encore plus forte qu'en France, avec cette habitude d'envoyer les enfants dans les cours du soir, les pushiban, etc. Vraiment beaucoup de pression pour les examens. Oui, bien sûr. Ouais, puis, c'est vrai que dans toutes ces écoles... après, la pression est autant des parents que des enseignants. Et on est encore dans cette logique, j'ai l'impression. On est encore dans l'héritage un petit peu de cette logique du modèle un peu chinois d'éducation qui est, il y a quand même 1,4 milliard de personnes et donc la compétition est rude, alors qu'à Taïwan c'est plus trop le cas au niveau éducatif, de moins en moins d'enfants normalement. On devrait avoir un apaisement sur ça, sur la course aux notes et au fait de pouvoir aller dans une bonne école après. Ça devrait un petit peu s'apaiser et on est encore dans ce modèle-là beaucoup. Et dans le modèle de l'éducation, il manque un petit peu de relâchement et il reste sur ce modèle alors que la société ne le demande plus, quoi. C'est vrai. Oui. Mais je pense que c'est aussi comme ça parce qu'à Taïwan, les universités ne sont pas du tout sur un pied d'égalité les unes par rapport aux autres. Et de savoir si on a été à l'université à Taïda, donc l'université nationale de Taïwan, ou bien dans n'importe quelle autre université, c'est tout de suite différent. Bon, il y a une gradation, bien sûr, mais la pression pour entrer dans les meilleures universités est très importante, même si on sait qu'avec des notes moins bonnes, on pourra quand même aller à l'université, mais peut-être pas dans le même département, ou pas dans les mêmes universités, pas dans le même secteur. Oui, mais ce que je disais, c'est qu'il y a moins de monde qui postule chaque année. De Taïwan, de Taïwanais qui postulent chaque année, puisqu'il y a moins d'élèves en général. Donc ça veut pas dire que le niveau est plus bas ou quoi que ce soit, mais statistiquement parlant, si on parle vraiment que des chiffres, il devrait y avoir une pression moindre sur les élèves, puisqu'ils ont plus d'opportunités, plus de chances de pouvoir atteindre le Graal, entre guillemets, des meilleures écoles. Ouais, mais c'est difficile de changer les mentalités aussi vite. Bien sûr. C'est tout le système qui est comme ça. Il y a les mentalités, et puis il y a le système, et c'est très complexe, c'est sûr. Et donc, pour terminer, à propos des réseaux sociaux, effectivement, en France, c'est un des facteurs de stress par rapport à l'apparence aussi. Mais c'est aussi source d'addiction chez les jeunes, de manque de sommeil. Et apparemment, le cyberharcèlement toucherait entre 8 et 12% des 8 à 18 ans, selon une étude de e-enfance. Donc, c'est vrai que c'est des questions qui se posent aussi, quoi. On voit un peu les mêmes phénomènes à Taïwan et en France. Ouais, et là, je dirais qu'à Taïwan, c'est encore plus, entre guillemets, plus grave ou plus marqué, puisque
les parents ont tendance à faire des blogs de leurs enfants dès la naissance. Ah oui. Donc moi je vois ma belle-sœur, elle le fait, il y a plein de gens qui le font, vraiment. La page Facebook de l'enfant depuis la naissance jusqu'à 18 ans. C'est fréquent et c'est une source pour le harcèlement, malheureusement, qui peut être très importante parce que la première fois qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, premier mot, ça peut être très vite tourné chez des adolescents en des termes très violents et très abaissants pour les enfants, pour les adolescents. Voilà, juste pour terminer, donc en conclusion, le stress, c'est quand même une source de stimulation. D'ailleurs, parfois, on est plus efficace à la dernière minute. Mais bon, faut pas en avoir trop quand même. Voilà. Faut pas en avoir trop, et puis je pense que ça dépend aussi des domaines, parce que si c'est un stress temporel où on a quelque chose à finir avant telle heure, c'est complètement différent que si c'est un stress par rapport à notre apparence physique. Comme là, c'était le cas. Ou si c'est du harcèlement, parce que ça, c'est pas quelque chose qui va nous rendre productifs, le harcèlement. Ouais, tout à fait. Oui, non, là, c'est de la reconstruction, c'est un travail très long pour le retour à l'estime de soi, etc. Ça n'a rien à voir, je suis d'accord. Voilà. Alors, troisième sujet, Floriane. Alors, troisième sujet, je voudrais parler d'une autre photo qui est justement virale en ce moment sur les réseaux sociaux, mais qui a été postée en connaissance de cause par des adultes qui venaient de se marier. Donc, un couple qui, à Nantou, a pris des photos de mariage avec la belle robe blanche, mais devant un site de décharge temporaire de déchets. Donc, c'est vraiment une montagne d'ordures qui leur sert de paysage. Et pourquoi, du coup ? Eh bien, ils ont dit c'est pour attirer l'attention sur le problème de la gestion des déchets, puisque à Nantou, il y a un manque d'incinérateurs dans le comté et manque d'espace de décharge. Donc, il y a plusieurs sites temporaires, mais qui sont pas à la base créés pour et qui sont pas bien gérés, en fait. Donc, ça s'accumule. Et normalement, il devrait y avoir une autre manière de gérer les déchets à plus long terme et de manière plus respectueuse de l'environnement aussi. Donc du coup, ils espèrent qu'avec cette photo, ça va attirer l'attention là-dessus et que les autorités vont construire un incinérateur peut-être Peut-être construire un incinérateur, peut-être réfléchir à une installation permanente pour l'élimination des déchets, au moins pour le stockage et puis l'élimination, ou le transfert d'une partie des déchets vers d'autres villes qui pourraient les incinérer. Mais c'est vrai que c'est un problème qu'il y a à Nantou, mais il y a le même problème sur les îles périphériques à Ludao. Je me rappelle que quand j'étais allée là-bas, j'avais vu une petite crique, en fait, où il faut aller à un endroit très particulier pour arriver à voir dans ce coin-là, mais c'était une vraie décharge de déchets. Et la personne qui habitait sur l'île verte qui me servait de guide m'a dit oui, c'est là qu'on met tous les déchets, et puis quand il y a un typhon qui passe, c'est nettoyé. Oui, c'est nettoyé, ça part dans l'océan, parce que ça coûtait trop cher de renvoyer par avion les déchets sur le continent. Donc effectivement, la gestion des déchets est un problème important. Mais ça, si je peux me permettre une petite parenthèse, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, il n'y ait pas de volonté d'aller vers le zéro déchet. En fait, c'est un appel à des solutions d'élimination des déchets, dans le sens brûler ou stocker. Mais en fait, notamment à Nantou ou sur les petites îles, c'est des petites communautés, des petits villages. Bon, bien sûr, pas partout. À Nantou, il y a aussi une ville où il y a aussi le côté touristique avec le lac du Soleil et de la Lune. L'île verte aussi, c'est très touristique. Oui, mais au niveau du nombre de personnes qui habitent, c'est gérable encore. Et par exemple, au Japon, dans le village de Kamikatsu, ils ont fait un programme de zéro déchet et c'est vraiment impressionnant. Ils ont vraiment pratiquement réussi à réduire à zéro déchet. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert une salle pour mettre tous les objets que les gens ne voulaient plus, en fait, pour qu'ils puissent se les échanger, etc. Et puis, ils ont ouvert aussi une autre grande salle de tri, avec vraiment un tri assez, assez détaillé de toutes les différentes sortes d'objets. Et du coup, tous ces objets, comme ils sont très bien triés, ils sont vraiment recyclés. Et ils ont aussi travaillé avec la population pour essayer de réduire les déchets, etc.
Et ça a engrangé beaucoup de relations sociales en fait entre les gens, de discuter de tout ça, etc. Bon, après, c'est vrai que c'est pas facile à mettre en place, quoi. Il faut vraiment une volonté. Mais en tout cas, je trouve que c'est plus intéressant, bien sûr, c'est philosophiquement, d'aller vers ça. Mais à Taïwan, le plus proche serait, je dis pas que c'est totalement bien, mais je pense que ce serait le Xiaoluqiu, en termes d'initiative en tout cas. Je sais que le zéro déchet, zéro gobelet, il y a interdiction d'avoir des gobelets sur l'île, interdiction d'avoir même des emballages pour la nourriture. En général, il faut venir avec soit son gobelet, soit sa boîte à bento. Je savais pas. Ah, d'accord, sa boîte à bento. Je sais pas si c'est vraiment généralisé. En tout cas, je sais que c'est acté comme dans les règles de l'île, mais en tout cas, je sais que c'est généralisé dans le comportement des gens sur l'île. Parce que c'est vraiment une île où il y a très peu de monde qui habite, mais alors tous les week-ends, il y a le déferlement de touristes. C'est peut-être pour ça. Puis je pense que ils ont vu un impact beaucoup plus direct avec les tortues. Ah oui. Ça les dérangeait beaucoup plus pour Xiaoluqiu, directement en fait. Et puis une autre très grande source de déchets, et je pense que c'était pour ça aussi qu'ils avaient fait cette photo de mariage-là, c'est justement les mariages. Ah oui. Parce que, non mais c'est vrai, pendant un mariage, si on reçoit 100-200 personnes, il y a énormément de déchets, que ce soit la décoration, les ballons, les confettis qui se retrouvent dans les caniveaux, les arches de fleurs importées de je sais pas où qui viennent par avion, les invitations, les menus sur papier ou carton plastifié, tout ça, ça sert qu'une seule fois et puis après c'est jeté. Il y a l'alimentation qui est souvent plutôt exotique ou avec des mets de luxe qui participent à la production de déchets. Donc il y a souvent beaucoup de restes. Dans les mariages, on prépare souvent beaucoup, beaucoup trop. Il y a énormément de bouteilles, que ce soit en verre, en plastique, qui sont utilisées, la vaisselle à usage unique. Et du coup, ils ont fait un mariage sans déchets ? Alors eux, je ne sais pas, mais j'ai vu qu'en France, c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire, ou à l'étranger aussi en général. Il y a aussi tous les cortèges avec des files de voitures qui vont tout doucement, parfois sur des distances assez longues, les gens qui viennent de loin, qui prennent l'avion, soit pour se rendre au mariage, soit les mariés pour aller en voyage de noces à l'étranger. L'avion pollue quand même énormément pour ça. Il y a les robes de mariée, les costumes qui sont parfois portés qu'une fois et qui ont été, pareil, réalisés avec des matériaux qui viennent des quatre coins du monde, assemblés à un endroit puis renvoyés ailleurs pour l'étape suivante de la fabrication. Donc il y a aussi des mariages éco-responsables qui sont proposés par de plus en plus d'entreprises pour emprunter, louer ou acheter de seconde main ce qui peut l'être et essayer de réduire ses déchets. Parce que c'est vrai que les mariages sont souvent des très grandes sources de pollution. En moyenne, un habitant à Taïwan produit 1,1 kg de déchets par jour. Pendant un mariage, il y a bien plus que ça qui sont produits. Et en France, pour référence, c'est 1,4 kg par habitant par jour, en moyenne. Donc c'est un petit peu plus. Ce qui m'a un peu surpris quand même, parce que j'ai l'impression qu'à Taïwan, on utilise beaucoup, beaucoup de choses en plastique, à usage unique aussi, les gobelets. Et après, c'est une moyenne, donc... Je sais pas trop comment c'est calculé non plus, parce qu'il y a les ordures ménagères, et puis il y a... Bon, ces deux chiffres-là, c'était pour les ordures ménagères, mais après, la grande majorité des déchets qui arrivent dans les décharges, ce sont aussi des déchets industriels, avec le secteur de la construction. Voilà, le secteur de la construction qui est le premier pourvoyeur en déchets. Exactement. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Effectivement, la gestion des déchets, c'est quelque chose. Ça passe par le tri, par le recyclage. Et effectivement, éviter de produire des déchets, c'est la meilleure solution pour qu'il n'y ait plus moyen de prendre ces photos de mariage devant des montagnes de déchets. Voilà, et on va arriver à la fin de l'émission. Je tenais à vous remercier en tout cas pour ces sujets très intéressants. Et on dit à la semaine prochaine à nos auditeurs. C'est la fin de l'émission On en parle à Taïwan. C'était Valentin Floquet, Florian Dai et Sasa. À la semaine prochaine. Au revoir.